Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 30 mars. Il sera notamment question de médecine anti-âge et de l'évolution du secteur dans votre journal ce soir. Un congrès lui est actuellement consacré au Grimaldi Forum. Sa cofondatrice Catherine de Cuypers sera notre invitée dans quelques instants. Elle était invaincue en Euroleague depuis le début du mois. La Roca Team est tombée dans le piège de Kaunas hier. Les Monégasques conservent cependant leur place dans le top 4, résumé et réaction à suivre. Nous écouterons également la réaction de Valentin Vachereau qui vient de recevoir une wildcard pour le Rolex Monte Carlo Masters. Culture avec 2 représentations sur scène, l'une au Théâtre des Muses, l'autre au Théâtre Princesse Grace. Et puis à la fin de ce journal, Vincent Vatrican sera notre invité pour évoquer la prochaine projection de tout l'art du cinéma, Pas de printemps pour Marnie, d'Alfred Hitchcock. Mais avant de développer ces titres, nous vous en parlions hier sur notre antenne. L'exposition Humanoïde débute demain à la Villa Paloma. Avant son ouverture au public, elle a reçu la visite du prince Albert II et de la princesse de Hanovre, ainsi que ses filles, Charlotte Casiraghi et Alexandra de Hanovre. Ils ont été reçus par Georges Condo lui-même pour une visite guidée de cette exposition qui lui est consacrée, à découvrir donc à partir de demain jusqu'au 1er octobre. Parlons de toute autre chose à présent et de ce congrès qui se tient actuellement au Grimaldi Forum. Le congrès mondial de médecine anti-âge est devenu, au fil des années, la référence dans ce domaine. Pour connaître les raisons de ce succès, mais aussi en savoir plus sur l'avancée des technologies dans ce secteur, en plein boom, nous sommes avec la fondatrice du AMWC. Bonsoir Catherine de Cuypers. Bonsoir Émilie. Si l'on regarde dans le rétroviseur, quels sont les faits les plus marquants de l'évolution de la médecine esthétique à retenir? Les techniques d'intervention peut-être? Dans les années 2000, ça a été la première chose, ça a été le Botox qui est devenu le Botox. Alors on appelle c'est toxine botulique exactement, puisque le Botox est un nom commercial. Mais ça a été l'une des premières révolutions. Donc ça remonte maintenant à plus de 20 ans. Ensuite sont arrivés les acides hyaluroniques. Et les acides hyaluroniques, on sait qu'aujourd'hui, puisque les développements ont été énormes, le nombre de sociétés qui commercialisent ces produits ont décuplé, je pense, en l'espace de 10-15 ans. Toutes les autres technologies qui sont plutôt du genre laser ou ce qu'on appelle les energy-based devices, ça veut dire tous les appareils à base d'énergie, également ont fait beaucoup de progrès. Les techniques par elles-mêmes, en fait, ont suivi l'évolution de ces produits. Ça veut dire qu'on peut injecter des endroits, quand je parle d'injection, on peut injecter des endroits qui auparavant ne l'étaient pas. La toxine botulique, auparavant, on était limité aux injections de glabelle. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de choses. Donc effectivement, ce sont deux domaines qui se suivent en parallèle et qui se marient parfaitement bien. Et c'est un marché qui a de plus en plus de demandes. On a l'impression, avec les réseaux sociaux, que la patientèle est de plus en plus jeune et de plus en plus demandeuse. Donc. Les réseaux sociaux sont une évolution majeure dans ce secteur, puisque auparavant, on était plus dans l'amélioration du vieillissement. Ça veut dire qu'on voulait corriger les rides, on voulait paraître un peu moins fatigué. Aujourd'hui, avec la naissance, en fait, je vais même dire l'éclatement des réseaux sociaux, on n'est plus seulement dans cette problématique, on est dans la problématique de vouloir carrément changer physique, de vouloir correspondre à des normes de beauté qui sont souvent dictées par des influenceurs. Aujourd'hui, on est un peu sur une forme de clonage de la beauté. C'est vrai que si vous regardez les jeunes femmes à partir de 18-25 ans, elles se ressemblent toutes un peu. C'est les grands yeux, le petit nez, les grosses lèvres, c'est souvent poitrine généreuse, la taille fine, les formes de fessiers beaucoup plus généreux. Et c'est vrai qu'il y a cette demande qui arrive. Il faut vraiment éviter ce qu'on appelle aujourd'hui les fake injectors, parce que les risques sont énormes. On associe souvent la médecine esthétique aux femmes, mais cela concerne également les hommes ? Bien sûr.
Bien sûr, et on peut dire que les hommes ont absolument les mêmes droits. Alors les hommes, eux, sont moins dans la volonté de vouloir correspondre à des normes vraiment. Ils sont plus dans le souhait de garder un peu une fraîcheur. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on atteint la cinquantaine, on se dit tiens, je risque d'être détrôné par quelqu'un d'un peu plus jeune, qui va sembler plus dynamique. Donc on va avoir envie de paraître plus frais. Catherine de Cuypers, nous parlions tout à l'heure de l'évolution de la médecine anti-âge. Quelle est la tendance qui se dessine pour les prochaines années? Est-ce qu'il y a des technologies qui vous étonnent, qui s'approchent parfois de la science-fiction et pourtant c'est bien réel? Qui va se rapprocher de la science-fiction et quelque part, mais qui correspond aussi déjà à une réalité. Je vais dire, c'est pas tellement sur l'apparence physique, donc on est moins dans l'esthétique, on est un peu plus dans la médecine anti-âge, mais quelque part, vous allez voir que ça se rejoint. En fait, aujourd'hui, avec toute la génétique, toutes les études qui ont été faites, et en particulier avec le Covid qui a amené les laboratoires à beaucoup étudier tout ce qui est ARN messager, etc. On a aujourd'hui une vision beaucoup plus claire de ce qui est possible de faire. Donc, on est dans presque, je vais vous dire, un vaccin beauté. Ça, c'est vraiment de la science-fiction. Mais quelque part, avec, par exemple, les cellules souches, les exosomes, on va pouvoir reprogrammer les cellules pour, quelque part, leur dire... Voilà, là il faut arrêter de vieillir, là il faut rester plus ici, les cellules graisseuses. Donc ça, on est presque au stade de la science-fiction, mais on sait très bien que la science-fiction, en fait, c'est souvent précurseur des réalités. Donc il y aura sans doute beaucoup de choses. Je vous dis pas au niveau simplement esthétique, mais au niveau endogène. Et je pense que les 10 années à venir vont nous faire voir beaucoup de choses intéressantes. Eh bien, merci beaucoup Catherine de Cuypers d'avoir été avec nous pour nous éclairer à ce sujet. On le rappelle, le congrès mondial de médecine anti-âge se tient actuellement au Grimaldi Forum. Merci beaucoup. Merci. Dans le reste de l'actualité, la mairie de Monaco poursuit sa volonté de vouloir redynamiser les quartiers de la principauté. Elle vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau marché sur le Rocher. Il sera opérationnel tous les vendredis matins, allée Saint-Jean-Paul II. Autre marché, autre annonce, le marché de la Condamine vient d'accueillir une nouvelle borne Ma Consigne, de quoi favoriser la suppression des emballages jetables. Le maire de Monaco, Georges Marsan, a assisté à ce lancement en compagnie notamment d'Annabelle Gégard-Sédou, directrice de la mission pour la transition énergétique. Ensemble, ils sont allés à la rencontre des commerçants des Halles qui participent à la démarche Ma Consigne. En tout, ce sont 22 bornes qui maillent le territoire de la Principauté. Elles sont toutes accessibles au public. Parlons sport à présent. La Roca Team a entamé un road trip européen cette semaine. Avant d'affronter le Bayern Munich demain, les Monégasques étaient opposés hier aux Lituaniens de Kaunas. Là-bas, le basket est religion et les hommes d'Obradovic y ont souffert. Ils se sont inclinés 79-70. Le résumé de la rencontre est signé Yannick Debever et Olivier Bonello. La très chaude ambiance de la Jalgirio Arena a sans doute brûlé les ailes d'une Roca Team jusque-là invaincue en Euroleague sur le mois de mars. Les Lituaniens commencent ce match avec bien plus d'intensité que Monaco qui perd trop de ballons et offre des paniers faciles. Kaunas, à la poursuite d'une qualification en play-off, n'en demandait pas tant et prend très vite le contrôle de la rencontre avec une adresse insolente et une défense bien en place. Résultat, la Roca Team encaisse 28 points dans le premier quart-temps et n'arrive pas non plus à inverser la tendance avant la mi-temps. Ignace Brasdekis, 22 points sur un nuage et emmène avec lui les 15 000 supporters de la salle dans son euphorie. Que ça fait mal, ça. Le troisième quart est bien plus serré, les défenses sont en place mais Monaco ne parvient pas à mettre le coup d'accélérateur suffisant pour inverser le cours du match. Les Blancs reviennent à 5 points de leur adversaire sur ce panier de Mike James avant d'encaisser dans la foulée un 7-0 qui les repousse à 12 points alors qu'il reste 10 minutes à jouer.
Monaco lève encore un peu plus le curseur de la défense au début du 4e quart pour ne rien encaisser en 3 minutes et revenir à -6. Mais rien n'y fait, les Roca Boys se heurtent à un mur vert et c'est Brasdeikis, le géant de cette rencontre, qui enterre les espoirs monégasques. Kaunas l'emporte logiquement 79-70 après avoir mené 38 minutes sur 40. Whereas we were too sloppy, without any attention, without sharpness, without offense, and somehow, we were always late with doing the things on the court, properly. All the loose balls belonging to them, and I think, I hope, we learned, from this one, because in 2 days it's another one, here we have to attack, all the games, till the end. So, we still everything is in our hands. Pas de changement de position au classement pour la Roca Team puisque Fenerbahçe a également perdu face à Madrid. Les Monégasques peuvent s'assurer de terminer dans les 4 premiers avec une victoire à Munich vendredi et une défaite dans le même temps de Fenerbahçe qui jouera sur le parquet de Baskonia 8e. Et ce match face au Bayern Munich sera une nouvelle fois à suivre en direct sur Monaco Info, coup d'envoi de la rencontre à 19 h. J'en profite également pour vous informer que la billetterie pour la finale de la Coupe de France qui aura lieu le 22 avril prochain à l'Accor Arena est ouverte. La Roca Team affrontera l'Asvel pour, on l'espère, remporter son premier trophée de la saison. Sport toujours avec du tennis, Valentin Vachereau fait partie des joueurs ayant obtenu une wildcard pour le Rolex Monte Carlo Masters. Le joueur de la Principauté, 322e au classement ATP, intégrera donc directement le tableau principal sans passer par la case qualification. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Valentin Vachereau. Bonsoir. Comment vous avez appris la nouvelle et surtout comment vous avez réagi ? J'ai appris la nouvelle un peu sur les groupes qu'on a avec les entraîneurs, les joueurs, tout ça. Donc on a envoyé, j'ai vu que c'était officiel et évidemment j'étais très heureux de la nouvelle. Alors on le précise, c'est pas la première fois que vous allez participer au Rolex Monte Carlo Masters, hein ? Non, j'ai participé l'année dernière pour la première fois. J'ai eu la wildcard en qualification. Mais là, ce sera pour la première fois directement dans le tableau final. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a une wildcard comme ça, quand on peut jouer à la maison ? C'est un honneur. Voilà, certains joueurs sur certains pays peuvent avoir plusieurs wildcards par an car ils ont plus de tournois. Mais voilà, nous on en a qu'une, mais c'est même presque le plus beau tournoi au monde. Et c'est sûr que c'est génial, quoi. Est-ce qu'on l'aborde différemment du coup ? Non, je vais pas plus l'aborder différemment. Je vais faire même la semaine d'avant, je vais faire un autre tournoi. Je vais essayer d'arriver ici le plus tard possible en jouant le mieux possible la semaine d'avant. Et voilà, après, par contre, je vais jouer, c'est sûr que je vais jouer un joueur au premier tour meilleur que les joueurs dont j'ai l'habitude de jouer. Mais j'espère que de jouer à la maison, ça va bien m'aider. Justement, comment vous allez préparer ce tournoi ? Je pars demain, je vais jouer un tournoi, un challenger en Italie, donc en essayant de rentrer le plus tard possible, en jouant le mieux possible là-bas, et voilà. Après, par contre, dès que je vais rentrer ici, je vais m'entraîner sur les cours, essayer de me préparer au mieux possible, et après comme n'importe quel autre tournoi. Que des tournois sur terre battue là pour préparer au mieux le Rolex Monte Carlo Masters ? Oui, que sur terre battue. Là, vous venez de participer au Challenger de San Remo, c'est ça ? Quel est votre état de forme actuellement ? Vous êtes au top ? L'état de forme n'était pas bon jusqu'à il y a une semaine, 10 jours. J'ai été blessé là depuis mi-février. Ça a été long, un peu indécis et avec plein de questions, mais je me suis lancé même en n'étant pas très compétitif la semaine dernière à San Remo, et pour ce que je pensais, ça s'est quand même assez bien passé. J'ai pu faire 3 matchs, j'ai gagné les 2 premiers. Et voilà, du coup, ça me remet dans le bain directement. Et je pense qu'à Barletta, là, à partir de dimanche, là, je serai très proche d'être à 100% déjà. Pour revenir à cette wildcard, Valentin Vachereau, j'imagine que c'est aussi une fierté familiale, puisque votre frère qui vous entraîne aujourd'hui, Benjamin Balleret, a lui aussi participé au Rolex Monte Carlo Masters. Hein. Oui, il a déjà fait plein de fois. Moi, quand à chaque fois que j'attendais le Rolex depuis que j'ai 5 ans, voilà, c'était toujours le début par les matchs de mon frère, et puis à la fin jusqu'à
jusqu'à Nadal la plupart du temps qui gagnait, mais ouais, non, c'est un honneur, c'est une petite chose de famille, comme vous dites, mais voilà, maintenant c'est à moi d'écrire ma petite histoire. Et on suivra ça de près. Merci infiniment, Valentin Vachereau, d'avoir été avec nous et félicitations. Merci beaucoup. Un mot à présent sur ce rendez-vous proposé hier soir par la Monaco Mediterranee Foundation. Il recevait l'ancien président de Telefónica Espagne, Juan Villalonga, qui a donné une conférence intitulée « Cybersécurité, une vérité dérangeante ». Christine Datomel et Thomas Deus y ont assisté, voyez leur reportage. Juan Villalonga est un expert en cybersécurité, une conférence qui avait pour objectif d'expliquer la situation actuelle qui semble de plus en plus préoccupante car se protéger des attaques numériques est devenu une préoccupation majeure dans le monde et notamment dans le monde de l'entreprise. Today, the way they are working is that they believe that they will be hacked and they don't recognize the reality, and they have a huge opportunity in front of them to see the cybersecurity not like cost of doing business, but also a huge opportunity to develop a competitive advantage and to bring value to their customers. The most important thing today is the disruption of operations, and then I would say also is the depth of critical data. And by critical data is the intellectual property in companies, or also the information from customers or individuals like financial or medical information. La cybersécurité est l'ensemble des dispositions juridiques et techniques que toute entreprise doit prendre pour préserver l'intégrité de son réseau informatique et de ses fichiers. Ces dispositions sont donc capitales car si elles ne sont pas prises, l'entreprise s'expose à être victime de la cybercriminalité. Aujourd'hui président du comité consultatif de l'entreprise californienne Green Hill Software, Juan Villalonga œuvre au quotidien pour lutter contre les cyberattaques. Culture à présent avec la représentation de l'Avare, l'une des pièces emblématiques de Molière. La compagnie Alain Bertrand propose au Théâtre des Muses une adaptation assez surprenante qui pourrait vous plaire. Perrine Boger vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Alexandra Marangoni. Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire que les choses sont fort égales. Que si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurais pas moins à vous voir mon beau-fils. Chant, danse, pantomime, musique de scène, jeu avec le public ou encore improvisation, 8 comédiens s'approprient la scène du Théâtre des Muses dans le but de performer et se réapproprier l'Avare de Molière dans l'esprit de la Commedia dell'arte. On s'adapte en fonction des lieux dans lesquels on est. On peut jouer dehors, on peut jouer dedans, on peut jouer dans une grande salle, dans une plus petite salle. Il faut réadapter les choses, mais on est habitué à travailler ensemble. Ça veut dire qu'on travaille sur un principe de renouveler constamment des choses avec l'actualité, éventuellement. Là, en France, on est réjouis, puisqu'en ce moment, il y a une pléthore d'événements politiques qui vont nous permettre de faire des glissements pendant la pièce. Voilà. Mais en tout cas, on est habitué à un certain degré d'improvisation, parce qu'il y a aussi toute une partie qui est improvisée dans le spectacle. Une improvisation qui se fait également en fonction du public et du dialogue entre celui-ci et les différents comédiens. Si l'Avare est au programme cette semaine, c'est pour une raison particulière. On fête le 401e anniversaire de Molière et pour nous, c'est un peu une folie. Vous imaginez dans notre petit théâtre, notre grand petit théâtre, pardon, avoir 8 comédiens sur scène, c'est un peu de la folie. Et toute la France donnait des Molières l'année dernière et moi je me suis dit, eh bien pour prouver que chaque année c'est l'anniversaire de Molière, eh bien nous ça sera en 2023. Ce spectacle peut notamment être réalisé grâce aux subventions de la Sogeda, la Société pour la gestion des droits d'auteur, qui offre un grand soutien au Théâtre des Muses. Autre représentation sur la scène du théâtre Princesse Grâce, cette fois-ci des étudiants du pavillon Bozio ont présenté il y a quelques jours une pièce musicale réalisée dans le cadre de leurs études. Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet ont suivi les répétitions de cette expérience théâtrale.
14 étudiants de deuxième année de l'École supérieure d'art plastique, l'ESAP, étaient en résidence au Théâtre Princesse Grace durant toute une semaine pour préparer une pièce, un théâtre musical qui s'appelle À corps perdu. Pour ce projet, les étudiants de l'ESAP ont travaillé en collaboration avec des musiciens du Conservatoire de Nice. Cette représentation met en scène 3 explorateurs qui voyagent à travers 14 univers et tentent de dialoguer avec les créatures qui les peuplent. Leur quête, trouver une forme de transcendance afin d'atteindre la vie éternelle. On a essayé de créer une histoire autour de ce qui nous touche, qui nous traverse en tant que plasticien, performeuse, acteur, actrice. Et ce que vous allez voir, c'est du coup un cheminement, c'est un chemin, en fait, on vous propose un voyage intérieur où vous allez rencontrer différentes créatures, différents univers, des univers sonores, des univers plastiques, des univers très organiques, très sensoriels. On a vraiment essayé de lier ça, en fait, tout ce qui nous touche, tous les axes qui puissent traverser nos pratiques personnelles pour les amener au plateau et les proposer dans cette première pièce qui est du coup l'aboutissement aussi de tout un travail collectif, qu'on travaille énormément en collectif dans notre classe. Jeanne rentre. Quand Jeanne rentre, elle récite son texte. Oui, on bouge plus. Nous, on commence à faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Attends, vas-y, continue. 1, 2, 3, 4, 5. Pendant une semaine, ces étudiants ont préparé décors, costumes, jeux de scène sous la coordination de leurs professeurs Dominique Drillo et Damien Sorrentino. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas, quand vous vous regroupez, rester groupé et juste vous essayez de tourner à presque 360 et ça veut dire que c'est presque la fin. Comme ça va être plus clair pour tout le monde. Pour eux, c'est aussi un challenge parce que c'est leur initiation vraiment à la scéno. C'est le premier théâtre qu'ils prennent comme ça un peu en charge et ils conçoivent à peu près tout. On leur laisse la liberté aussi, en les accompagnant bien sûr, mais de développer un projet qui est collectif, en l'occurrence là, mais où chaque individu a vraiment donné de soi, soit pour les costumes, soit pour la danse, soit pour... Donc chacun a pris en charge un peu une partie du projet. Et voilà, donc on va avoir une forme assez surprenante, j'imagine, demain, et qui est une première pour eux dans un temps très très court. Il y a très peu de professionnels qui réalisent une pièce comme ça sur un petit mois, avec seulement une semaine de résidence sur place. Le jour J, 19h, l'entrée est libre et gratuite. Les spectateurs s'installent pour vivre 1h15 d'exploration et de découverte. Place au spectacle. Voilà pour cette expérience théâtrale. À noter que le pavillon Bozio propose également à partir de demain une exposition conçue à partir de la collection privée de Bernard Massini intitulée « Tout le reste n'est que bruit ». Intéressons-nous à présent à la prochaine projection de l'Institut audiovisuel de Monaco dans le cadre de Tout l'art du cinéma. Il s'agit de Pas de printemps pour Marnie, film de 1964 réalisé par Alfred Hitchcock. Il sera proposé le 4 avril prochain au Théâtre des Variétés. Fabien Bonilla et Vincent Vatrican évoquent pour vous ce polar dans lequel joue notamment Sean Connery. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous parlons d'un Hitchcock, pas de printemps pour Marnie. Parlez-moi tout simplement de ce film. Qu'est-ce que Pas de printemps pour Marnie? Alors, Marnie, il faut dire... J'ai combien de temps, Fabien? Comme le bac, vous avez 2 heures. Je parle de sans doute mon cinéaste préféré, donc je peux faire très long. Marnie, il faut quand même dire que c'est la dernière partie de l'œuvre d'Hitchcock. Ce film se situe vraiment à la toute fin de sa carrière, 64, et que Hitchcock n'a plus rien à prouver. Ce film-là est pourtant attendu comme jamais. Son tournage est annoncé depuis des mois, et pour une raison simple, c'est que le teasing qui avait été donné par la production à l'époque annonçait le retour de Grace Kelly devant la caméra d'Hitchcock. Voilà, vous en rappelez donc. Mais non. Mais non. Donc l'alternative pour Alfred Hitchcock, c'est de reprendre l'actrice qui venait de jouer Les Oiseaux. L'année d'avant. L'année d'avant, en 63, formidable film. Tippi Hedren. Tippi Hedren, qui va donc incarner Marnie devant la caméra d'Alfred Hitchcock. Donc ça, c'est pour
pour le contexte. Oui, il faut rappeler peut-être le résumé, peut-être en 2 minutes pour les téléspectateurs. Ça parle de quoi en fait? Difficile à dire. C'est une personne qui change d'identité, qui est kleptomane, qui vole de l'argent, mais on ne sait jamais quelles sont ses véritables motivations. Pourquoi le fait-elle? Et en tout cas, c'est une des forces du film. On voit une succession au début de film comme ça de moments où on la voit voler, dans une banque notamment. C'est de deviner qu'il y a quelque chose de plus profond en elle. Et c'est bien sûr la charge du film de résoudre ce nœud. Premier récit. Deuxième récit, elle vole, donc on est plutôt dans une dimension connue d'Hitchcock et tout platement policière. Est-ce que finalement la police va mettre la main sur elle? Il se trouve qu'un des banquiers qui se fait dérober l'argent de son coffre-fort n'est autre que Mark Rutland, joué par Sean Connery, qui surfe sur la gloire de James Bond, et qui va lui agir plutôt, agir plutôt comme protecteur pour la sauver des griffes de la police, puisque lui a évidemment tout de suite compris que c'était elle, mais pour quelle raison? Il va lui aussi essayer de trouver les raisons pour lesquelles elle a dérobé cet argent. Donc voilà, double intrigue et double récit dans ce film Marnie. Allons voir, pas de printemps pour Marnie, alors merci Vincent. Merci Fabien. C'est ainsi que s'achève votre journal. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Bonsoir Christinda Thomel. Quel temps fera-t-il demain, Christinda ? Bonsoir Émilie. Avant l'aube du vendredi, le temps sera couvert avec parfois quelques éclaircies demain. Au cours de la matinée, du brouillard pourrait se former. Durant l'après-midi, quelques passages nuageux sont prévus, mais le soleil arrivera toutefois à s'imposer. Le ciel restera globalement couvert. Du côté des températures, comptez 9 degrés pour les minimales et 20 degrés pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h12 et se couchera à 18h56. Demain, nous fêterons les Benjamins. Merci Christina et merci à vous pour votre fidélité. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana qui a suivi pour Monaco Info la rencontre entre la Roca Team et Kaunas en Euroleague. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition.